Bonjour, nous voici sur notre tout premier module sur l'histoire de l'ESG, les classiques et la naissance de l'entrepreneuriat. Nous allons utiliser une approche chronologique, logique. Nous parlerons des débuts de l'industrie et de ce qui se passait avant la création de l'entreprise capitaliste. Nous parlerons d'Adam Smith, de l'école classique et de l'économiste, le révérend Malthus. Et enfin, de la révolution managériale. Pour commencer, nous allons retourner un petit peu en arrière dans le temps, avant l'ère pré-industrielle. En adoptant l'accord de Paris en décembre 2015, la communauté internationale se fixait comme objectif de contenir l'augmentation du réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Les économistes et les historiens s'accordent en général pour situer la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, précisément entre 1780 et 1810. C'est notamment le cas avec l'extraction massive du charbon et l'exploitation de la machine à vapeur. L'ère pré-industrielle désigne donc cette économie, celle du XVIIIe siècle, dans l'Europe du Nord-Ouest. Cette économie est fondée sur une organisation du travail et de la production en très petits ateliers, essentiellement situés dans des milieux ruraux. Cette étape préliminaire à la naissance de l'entreprise capitaliste consiste en une répartition des tâches entre les zones rurales d'un côté et les zones urbaines de l'autre côté. Des marchands fabricants achètent des matières premières et la confient à des travailleurs peu qualifiés dans les campagnes. Ainsi, les familles paysannes profitent du temps mort du travail de la terre pour compléter leurs revenus grâce à un travail à domicile. Ce sont les négociants fabricants qui se chargent ensuite de la commercialisation des produits, en particulier dans les zones urbaines. Cette organisation voit ainsi apparaître les premiers entrepreneurs. Les négociants remplissent 3 fonctions. Ils organisent la production, ils fournissent la matière première aux ateliers domestiques et ils collectent le produit et le vendent. Ces entrepreneurs acquièrent donc une expérience commerciale et technique et se constituent des capitaux. Malgré la faible place accordée à l'entreprise dans l'analyse économique pendant une longue période, les économistes classiques ont présenté une définition de l'entrepreneur dès le milieu du XVIIIe siècle. Turgot le présente comme un acteur du progrès social, le définissant par la combinaison de la propriété et de la direction de l'entreprise. L'entrepreneur capitaliste est donc celui qui a dégagé une épargne, l'a mobilisée sous forme d'un capital pour acheter des matières premières et des outils. Tout au long du XIXe siècle, la première industrialisation se caractérise par le développement des premières usines, sous l'effet d'un processus de concentration technique. Des branches comme le textile, les mines, la sidérurgie, la construction mécanique développent alors un machinisme nécessitant une concentration de la manœuvre. Une logique économique d'échelle se met en œuvre. Ce processus de concentration technique s'accentue tout au long du XIXe siècle, très rapidement dans la sidérurgie et plus lentement dans le textile. C'est l'économiste britannique Adam Smith qui théorisera le mieux, dès son apparition, ce processus. Son ouvrage fondateur, publié en 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, donne naissance à l'économie politique. Autour de lui naît ce que l'histoire retiendra comme l'école classique de l'économie politique. Il faut le reconnaître, cette école classique ne s'intéresse pas vraiment à la question des ressources. Dans une lettre adressée à son ami le révérend Thomas Robert Malthus, l'économiste français Jean-Baptiste Say écrira « Des besoins des hommes, les uns sont satisfaits par l'usage que nous faisons de certaines choses que la nature nous fournit gratuitement, telles que l'air, l'eau, la lumière du soleil. Nous pouvons nommer ces choses des richesses naturelles, parce que la nature seule en fait les frais. Comme la nature les donne à tous, personne n'est obligé de les acquérir au prix d'un sacrifice quelconque. Elles n'ont donc point de valeur échangeable. » En gros, il dit, elles sont gratuites. Les ressources naturelles sont gratuites. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce révérend Malthus. S'inscrivant dans la réflexion des classiques, cet économiste développera en effet une vision originale dont on retrouvera régulièrement les avatars dans la réflexion sur les liens entre démographie, économie et environnement.
À la fin du XVIIIe siècle, le pasteur Malthus est chargé de l'aide aux pauvres de sa commune. Les mauvaises récoltes de 1794 à 1800 engendrent la misère et la détresse, et tout ça va frapper son imagination. Il publie en 1798 un essai on the principles of population. Malthus y prédit mathématiquement que sans frein, la population augmente de façon exponentielle ou géométrique. Par exemple, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Alors que les ressources, elles, ne croissent que de façon arithmétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en conclut au caractère inévitable de catastrophes démographiques. Sauf à limiter la croissance de la population. Malthus préconise ainsi une régulation volontaire des naissances par la contrainte morale. Les couples prévoyants, en retardant l'âge du mariage et en pratiquant la chasteté jusqu'au mariage, seraient enclins à n'avoir que le nombre d'enfants qu'ils sont certains de pouvoir entretenir. Alors, on reparlera de Malthus, ou plutôt de ses héritiers, et on pourra reparler de cette limitation de la croissance de la population quand on parlera notamment du rapport Meadows et des modèles World 3. Mais ça, c'est pour plus tard. Au cours du XIXe siècle, le capitalisme familial, comme il se pratique en France, par exemple chez les Michelin ou les Schneider, finit par rencontrer des limites. Effectivement, le machinisme nécessite des financements extérieurs. Et dans la plupart des pays, les banques tardent à jouer un rôle actif dans le financement de l'industrialisation. Et c'est seulement au milieu du XIXe siècle qu'elles participent au capital d'entreprise, comme celle du rail, qui à l'époque représentait globalement 50% de l'économie. En France, le Code du commerce facilite l'accès au financement externe de l'entreprise en instituant diverses formes juridiques sociétaires. Sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Ainsi, l'accès à des capitaux nouveaux est organisé entre les risques financiers liés à l'activité de l'entreprise et le patrimoine personnel des détenteurs de l'entreprise. Ce cadre juridique a été un acteur clé de la croissance des entreprises. Les initiatives sont donc libérées. Un capitalisme actionnarial se développe. Adolf Berle et Gardiner Means montreront plus tard, en 1932, dans The Modern Corporation and Private Property, qu'avec le développement de la société par action et la croissance de la taille des entreprises, un nouveau cadre institutionnel conduit à la révolution managériale. L'ère des managers se caractérise par une séparation nette entre la propriété et le contrôle. La direction est confiée par les actionnaires à des salariés managers choisis pour leurs compétences en matière de gestion. Il positionne cette évolution dans les années 1930, mais elle est en réalité bien antérieure. Voilà pour ce premier module. Nous verrons lors du prochain module le capitalisme face à la question sociale.